Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de Live Talk, en compagnie encore une fois d'un Belge, et donc Thibaut. Donc merci Thibaut d'être là aujourd'hui. Thibaut, je l'ai rencontré en Belgique il y a maintenant 3 semaines déjà, il me semble, et puis via Alexandre qui nous a présenté et puis on a échangé. Alors on n'a pas pu échanger pendant trop longtemps parce qu'on était occupés, mais on avait plein de trucs intéressants à se dire par la suite. Et bah l'épisode d'aujourd'hui va être une bonne occasion de développer un petit peu tout ça. Donc ce que je te propose Thibaut, c'est peut-être de te présenter à nos auditeurs qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu es athlète, voilà. Super. Je vais revenir sur un bref historique. Je trouve que c'est la meilleure façon de me présenter et ça explique un petit peu le processus et où j'en suis aujourd'hui. Je pense que là-dessus, c'est mieux. Donc, moi, Thibaut Bach, à l'heure actuelle, je suis coach en powerlifting, enfin force et tout ce qui est lié. Donc, je ne veux pas dire que je suis coach en streetlifting. Je suis vraiment spécialisé plutôt a priori dans le powerlifting, développement de la masse musculaire aussi. Et je suis kinésithérapeute de formation. Alors, je suis athlète aussi en force athlétique, athlète en haltérophilie, mais plutôt, c'est plus sporadique, dirais-je. Et j'ai aussi une expérience de l'Strongman en tant qu'athlète. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes. Alors, moi, j'ai commencé par 11 ans d'équitation. C'est assez peu courant, assez peu commun. Mais c'est ce qui m'a vraiment lancé dans la poursuite du développement athlétique, en fait. Dans le club d'équitation dans lequel j'étais, on avait, si tu veux, une section élite réservée aux compétiteurs et durant lequel il y avait énormément de préparation physique, en fait, à plusieurs périodes de l'année. On avait des stages d'une semaine, parfois 5 à 6 jours. On était entre guillemets en internat et on s'entraînait 2 fois par jour avec les chevaux. Et puis on avait en général un petit entraînement physique supplémentaire tous les jours, que ce soit par du vélo, par de la course, par du renforcement. Et c'est un petit peu ce qui a, si tu veux, initié la flamme en termes d'entraînement contre résistance, simplement parce que je voulais être le meilleur sur le terrain, mais je voulais être aussi le meilleur en dehors du terrain sur la préparation physique. Donc voilà, je fais l'équitation. Euh, Ça, c'était plutôt en Pony Mounted Games. Je suis passé en obstacle, en dressage, mais la flamme n'a pas été trop là et des circonstances un petit peu inhabituelles ont fait que j'ai arrêté l'équitation. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me lance un petit peu dans les arts martiaux chinois. Encore une fois, j'adore le sport, mais ce qui me plaît le plus, c'est la partie préparation physique. Alors là, je me dis, bon, peut-être intérêt, peut-être des questions à se poser. Je pars en vacances avec ma marraine et je découvre le CrossFit en vacances. Oh, chouette, j'aime beaucoup. Je me lance dans le CrossFit. J'en fais pendant 2 ans. Qu'est-ce qui me plaît à nouveau? C'est plutôt la partie où on soulève des poids. Donc là, il y a quelque chose qui se creuse, mais malheureusement, je ne suis pas au courant du fait s'il y a possibilité de juste soulever les poids, que ce soit par l'haltérophilie ou autre chose. Je ne connais pas et j'arrive à l'université, du coup, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, en 2016. Et à ce moment-là, c'est là que je rencontre en fait des gens qui faisaient de l'haltérophilie. Ils m'ont mis le pied à l'étrier, donc je suis passé du crossfit à l'haltérophilie. Là, pendant près de 2 à 3 ans, je fais de l'haltérophilie. Je décroche 2 titres de champion de Belgique junior. Et puis je me lance dans le powerlifting parce qu'il y a un ami à l'époque qui en fait et je l'accompagne en compétition, je vois. Je trouve ça un peu moins fun que l'haltérophilie dans un premier temps, mais l'haltérophilie me faisant un petit peu mal aux poignets, aux coudes, aux genoux, aux épaules, je me dis peut-être pourquoi ne pas faire moitié-moitié. Du coup, je faisais une moitié de l'année haltéro, une moitié de l'année power, et en fin de compte, j'ai fait la transition vers le powerlifting à temps plein en 2020 avec le Covid. De toute façon, j'ai eu de quoi m'entraîner à domicile. En 2021, ça continue, développement d'un home gym, ce genre de choses. Et puis j'ai participé en fin 2021 au championnat d'Europe. Donc ça, c'était vraiment un petit peu un point culminant pour ma dernière année en junior en force athlétique. Et vraiment la première année où je m'entraîne full time en power. Je finis 10e. Et puis de là, participation à diverses compétitions, tournoi du Benelux, les European et World University Cup. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ici, je continue d'être un compétiteur actif en force athlétique, même si la priorité est vers le coaching. Ça, c'est un petit peu le boulot en tant qu'athlète. Et puis à partir de 2018, de manière concomitante avec le fait que je me développe en tant qu'athlète, je me forme aussi en Belgique. Du coup, on a ce qu'on appelle les brevets ADEPS. Et du coup, c'est un petit peu pour nous le moyen officiel en dehors des universités, parce qu'il n'y a pas de cursus en coaching enfin, à ce moment-là.
ils sont seulement effectifs depuis, je pense, 2019 dans ces eaux-là. Et je fais un brevet adepte qui est vraiment chez nous reconnu. Et suite à ça, je le fais en 2018 et dans la foulée, je me commence à coacher entre guillemets, bénévolement un ami ou deux gratuitement. Et jusqu'en arrivé en 2020, où là je ne dis pas, en 2021, donc je coach gratuitement pendant 3 ans. Et c'est début 2021 que je commence un petit peu à me faire payer pour améliorer mes services. Et c'est aussi le moment où je commence à me former vraiment aussi. Enfin, je commence vraiment à acquérir des compétences qui soient vraiment singulières, qui soient assez particulières. Dans expériences qui, pour moi, valent la peine d'être mentionnées, j'ai fait en 2019 l'IWF, donc pour l'haltérophilie, Youth Training Camp and Scientific Seminar. Du coup, j'ai l'occasion d'être confronté pour la première fois à des modes de coaching qui sont en fait qui viennent de toute l'Europe. Donc ici, je suis confronté aux Britanniques, je suis confronté aux Bulgares, je suis confronté parfois même à des anciens pays de l'Union soviétique, je suis des Espagnols, enfin des pays un petit peu, et je vois un peu, tiens, quels sont les points communs, qu'est-ce qu'on fait un petit peu différemment en Belgique, qu'est-ce qu'on fait qui fonctionne et qu'est-ce qu'on fait qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première chose, et je continue un peu sur cette lancée lorsque je me forme en international. Ici, l'an dernier, du coup, en 2023, j'ai été faire l'IPF Trainer Course Level 2, qui était aussi pour la même idée, c'était pas vraiment spécialement d'apprendre quelque chose, puisqu'on arrive parfois à un certain niveau où les certifications, les formations ne nous apportent pas grand-chose, mais elles nous apportent l'opportunité de réseauter et de comparer ce qu'on fait avec d'autres. Parfois, c'est plus intéressant d'y aller, entre guillemets, pour les rencontres qu'on va faire que vraiment pour, euh, pour le contenu en tant que tel. Mais voilà, et du coup, je me forme, puis j'ai continué aussi avec des formations par-ci, par-là, soit plus orientées vers un peu la psychologie du sport pour mieux accompagner mes athlètes et ce genre de choses. Mais voilà, je me suis un petit peu présenté, et oui, j'ai terminé mon master en kinésithérapie aussi en 2022, avec mon mémoire qui était intitulé Facteurs de risque et prévalence de blessures. Non, pardon, l'inverse, prévalence et facteurs de risque de blessures en powerlifting classique. Donc, où là, j'espère mettre un peu ces connaissances dans ma pratique, mettre à profit ces connaissances dans ma pratique sportive et de coaching. Ok. Et t'as anticipé pas mal de questions que j'avais en faisant la chronologie. Et, effectivement, je pense que c'était la meilleure manière de te présenter. Donc voilà. Moi, je vous invite. On va un petit peu expliquer par la suite, mais je vous invite dès à présent à vous abonner au Instagram de Thibaut. Tu peux nous dire tes deux Instagram, celui de ton entreprise et ton perso? Ouais, alors mon perso c'est Thibaut, donc THIBULT underscore SAS, SAS pour Smart and Strong, et donc ça c'est un petit peu, si vous voulez, ma boîte de coaching. Donc si vous allez sur Instagram et vous tapez le arrobase bien évidemment, Smart underscore and underscore Strong, vous allez tomber aussi sur le contenu que je fais. Ouais. Et un contenu qui est totalement, d'après moi, sous-coté et pas assez mis en avant au vu de la qualité des publications. Et je sais à quel point ça demande du temps et la réflexion, la rédaction aussi des publications très claires, très exhaustives, qui sont aussi sourcées. Et ça, c'est hyper intéressant. On en reviendra justement, on en reparlera après. Donc là, tu nous expliquais un petit peu ton parcours, hyper intéressant. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont fait de l'équitation, dites-le nous en commentaire et qui maintenant font de la force. Comme ça, Thibaut se sentira moins seul. Et non, non, ouais, c'est hyper intéressant. Donc là, actuellement, Thibaut, t'as quel âge? T'as 26, 27? 25, 25. 25, Juste quelque chose comme ça. 25. Ouais, ouais, ouais. Ok, Bah, bah, 25 c'est la si j'ai barbe, un an de ça. moins, donc exact, exact. Ok. Et surtout, quand on pèse en général 110, 115 kilos, les gens ils pensent qu'on est un peu plus vieux aussi, hein, ça joue. Parce que donc Thibaut, tu fais 1 mètre combien et tu pèses combien? Je fais 1,83, enfin la dernière fois que je me suis fait toiser, pour ainsi dire. Et ici, je tourne autour de 112, 113 kilos. Donc un beau bébé, quoi. J'essaye, mais voilà. Je suis longtemps resté en 105 pour la force athlétique et ma performance était vraiment plateau. Genre, je progressais plus, je me sentais mais crevé. J'avais l'impression de ne pas récupérer quoi que ce soit. Et puis, la transition vers la 120 s'est faite automatiquement. Et depuis que je suis en 120, je me sens en meilleure santé, je me sens moins fatigué, je me sens plus fort. Logique. Mais voilà, un petit peu plus de body fat semble me faire beaucoup de bien.
Et justement, bah, il faut combien de calories pour alimenter une machine comme ça, là, de 120 kilos, là? Ah, je dirais que je suis à l'année, ça varie un petit peu des périodes. Si les périodes sont un peu plus busy, je vais dire que je suis plutôt aux 3500, 4000 calories. Et en temps normal, où c'est un peu plus calme la vie, on va dire 3000, peut-être 3500. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en Croatie pour coacher au championnat d'Europe. Bon, malheureusement, il n'y avait que des pizzas qui étaient disponibles, que ce soit à l'hôtel ou sur la venue pour manger. Bah là, on était Malheureusement. quasiment dans les 4000 calories. Oui, oui, d'ailleurs, je ne veux plus entendre parler d'une pizza à l'heure actuelle. Ah ouais, donc finalement, t'es pas si haut en calories par rapport à ton gabarit, quoi. Non, mais ça, c'est un truc que je remarque souvent avec beaucoup de 120, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin de tant de... Enfin, c'est un peu drôle, mais j'ai parfois l'impression que les gens sous-estiment un petit peu la quantité enfin, sous-estiment clairement la quantité de calories qu'ils mangent. Quand je vois des gens qui disent je mange 4 à 5 000 calories et ils pèsent 90 kilos, je suis un petit peu ok. Je suis parfois un petit peu sceptique. Alors, on sait qu'on a des métabolismes différents, on sait qu'il y a plein de choses, mais un surplus calorique est un surplus calorique. Et quand on regarde les équations d'estimation calorique, en général, il faut jamais, même si on est quelqu'un de très, très, très actif, à part des cas où des gens qui font des métiers manuels et qui s'entraînent en plus, je pense que les gens ont tendance un petit peu à surestimer plutôt la quantité de calories dont ils ont besoin. Donc, voilà, ça c'était un Ok. petit peu la petite réflexion un peu méta sur la chose. Ok, ouais, parce que moi-même, tu vois, je suis à, en ce moment, 98. Et ouais, je pense que je dois être à ouais, 3200, quoi. C'est pas énorme, quoi. Ça me paraît normal. Après, ici pour moi, l'idée, c'est pas non plus de bulk jusqu'à 120. J'espère éviter la CPAP, l'apnée du sommeil et ce genre de choses. Surtout, je vois pas l'intérêt de pousser trop trop vite. Mais oui, ça me paraît être une bonne pour quelqu'un qui a priori va être un petit peu plus lean que moi, donc moins de masse grasse. Ça paraît être une dépense énergétique ou un apport calorique tout à fait cohérent. Donc, faut le Mhm. savoir, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont parfois un petit peu plus gras métaboliquement, c'est pas très actif, hein, donc Non. Ok. Et tu nous parlais justement dans ta présentation que tu faisais pas mal de formations et que tu rencontrais justement des étrangers, des Européens. Et toi, ta vision, qu'est-ce qu'il en est par rapport les différences les plus marquantes entre le powerlifting, même je dirais la force en règle générale, en Belgique et en France? Alors, de toute façon, la France. C'est drôle parce que j'ai eu des conversations un petit peu avec la Team France, la Team France la semaine dernière. La première chose, c'est que je vais dire, en Belgique, faut planter le cadre légal parce qu'il faut savoir qu'en fait, on a deux communautés, enfin trois communautés. En fait. On a plusieurs régions aussi, mais il faut savoir que sur le plan législatif, en fait, il doit y avoir des fédérations sportives du côté néerlandophone et des fédérations sportives du côté francophone, qui sont elles à ce moment-là chapeautées par une fédération nationale. Du coup, chaque on va dire, communauté, si vous voulez, a en général ses fédérations. Ça veut dire que nous, en fait, chaque fédération vit en autonomie, elle reçoit des subsides qui lui sont propres par les organismes, ici par l'administration des sports, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour nos homologues powerlifters du nord de la Belgique, donc en Flandre, ils ne reçoivent pas de subsides. Alors que nous, on est subsidiés par l'ADEPS, qui est l'administration générale des sports. Donc ça, c'est une première chose. On a vraiment ces deux cadres. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas en fait une politique commune, en fait, si on le veut, sportive de haut niveau. Ça, c'est vraiment ce qui explique aussi une grosse, grosse, grosse différence. Ici, par exemple, pour ma fédération, je suis membre du conseil d'administration, je suis membre des commissions techniques et je suis membre du staff de formation en plus du staff de coaching international. Et du coup, par ces casquettes-là, je suis en train de rédiger, si vous voulez, un petit peu un guide ou des propositions vers une politique pour améliorer notre politique de sport de haut niveau. Donc là-dessus, j'ai un petit peu discuté par exemple avec la France. Et par exemple, la première grosse différence qu'on a, c'est que nous, on n'a pas de politique de sport de haut niveau, d'où le fait que je travaille dessus. Je ne suis pas seul, bien évidemment, mais en France, ils ont justement cela. Là, ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, en France, ils ont une équipe. Ils ont une équipe. Nous, on n'a pas vraiment d'équipe. On sélectionne juste les gens qui ont fait telle performance et sur base en fait de leur Ah ouais. retour dans les performances, on les sélectionne. Et du coup, on n'est pas très, ça nous intéresse pas spécialement de composer une équipe avec, par exemple, augmenter le placing de l'équipe. Parfois, on envoie des gens, on sait qu'ils vont faire peut-être fin de classement, mais c'est pas grave. Nous, on essaye surtout d'avoir un peu vu qu'on se lance seulement, ici c'était le premier championnat d'Europe sur lequel on a envoyé 8 hommes et 8 femmes, si je ne dis pas de bêtises. C'est la première fois où la Belgique a envoyé 16 athlètes sur les 16 places qu'on pouvait.
Ok. Ça, c'est vraiment inédit. Donc, on va déjà vers un peu plus de représentativité à ce niveau-là. Donc, là-dessus, c'est mieux. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner, en fait, de- d'augmenter un peu la visibilité de nos athlètes à l'international. En France, ils ont vraiment une politique qui est vraiment centrée sur le haut niveau. Et c'est de se dire, OK, c'est pas grave si on ne remplit pas toutes les places, mais envoyer des places, des gens qui vont rapporter des médailles. Si en Belgique, on fait la même chose, le problème, c'est qu'on va peut-être envoyer deux ou trois personnes. Mhm. Du coup, au total. Et du coup, on n'est vraiment pas dans cette politique-là, mais on n'a pas le même vivier non plus d'athlètes. Alors, il arrive, ici on commence seulement à avoir un vivier, notamment au niveau des juniors et des sub-juniors qui se développent. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir que certains juniors ou même parfois sub-juniors ont des performances qui sont plus élevées que certains athlètes en open. Donc ça, c'est quelque chose qui est super positif, quelque chose qui va amener de plus en plus de roulement, qui va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs sur la scène internationale. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses. Ensuite, comme je le disais, on a deux fédérations et du coup, les règles en fait sont un petit peu différentes. Par exemple, la France, ils ont mis un staff fixe qui accompagne les athlètes en compétition. Que ce soit pour les juniors ou les Open, c'est pas le même staff, mais ils ont mis un staff fixe. Alors que par exemple, nos homologues néerlandophones, eux, ils ont le droit de demander à leur athlète, à leur coach personnel de venir. Nous, ce qu'on fait du coup en Wallonie, c'est qu'on a désigné certains coachs qui on estime qui ont les capacités suffisantes, les connaissances suffisantes que pour aller encadrer des athlètes internationaux. Et du coup, voilà. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, comme nos athlètes n'ont pas forcément beaucoup d'enjeux, ce genre de choses, c'est un peu compliqué en tant que coach de leur imposer, par exemple, certaines barres sur le choix tactique ou de prendre certaines décisions. On a un peu plus cette optique, on laisse aussi l'athlète faire, et donc voilà. Mais ça, du coup, c'est une des grosses différences, alors qu'en France, c'est un peu le coach qui va décider des attempts que l'athlète va faire pour maximiser ses résultats compétitifs. Alors que nous, on n'en est pas encore là. J'espère qu'on y arrivera un jour parce que ici, on observe certaines stratégies qui ne sont pas toujours, pour moi, les plus réfléchies. Quand tu as un athlète qui ouvre à 2,5 kg de son max et qui dit, bah voilà, moi je veux rajouter 2,5 kg d'essai en essai ou juste 5 kg, je dis, mais ça c'est aberrant. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça ne te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Et En fait, c'est un ancien street lifter. Il croit que c'est les muscle up, quoi. ouais, ou des haltérophiles. Ici, il y a une fille qui était coachée par un haltérophile. Elle a fait une très belle compète, mais je trouve qu'au niveau des sauts, c'est pas toujours pertinent parce que ce sont des sauts de parfois 5 kilos ou 2,5. Mais c'est vrai qu'on va retrouver couramment en haltérophilie. Mais en powerlifting, Mm. on arrive sur des charges maximales. Moi, personnellement, si on me demandait de faire 170, 172, 175, bof, non, pas vraiment. Ou même en squat, si on me demandait vraiment de faire des sauts de 2,5 ou de 5 kilos, bof, oui, mais je vais soulever moins lourd, mon RM sera un petit peu faussé. Si je me retrouve autour d'un deuxième essai, oui, c'est possible. Mais voilà, ça c'est une des grosses différences. Puis aussi, en fait, je trouve que, et ça pour moi c'est vraiment un truc très positif, c'est aussi le système de division. En France, par exemple, pour accéder au niveau national et élite, il y a en général des compétitions, il y a des régionales et aussi des nationales, mais on réserve vraiment les championnats de Belgique, le championnat pardon, de France à une élite, vraiment si vous voulez aller au niveau élite. Et du coup, on fait des plateaux plus petits, quitte à ce qu'il y ait des plateaux de 8 ou parfois des plateaux qui ne soient pas complétés. Alors qu'en Belgique, on a vraiment un petit peu cette volonté de faire des championnats nationaux open bar où tout le monde vient. Et donc, on se retrouve parfois avec des gros week-ends de compétition. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup. Et ça, c'est une discussion qu'on a depuis plusieurs années. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut peut-être essayer d'avoir en fait soit des divisions, soit des championnats régionaux avec des minima. Et en fait, le but, c'est d'escalader un petit peu pour arriver vers du niveau national. Donc, voilà. Ça, c'est peut-être un petit peu les grosses différences que moi j'ai pu observer entre l'un et l'autre. Ok, donc moi, tu vois, tu m'as appris deux choses. La première, c'est que la Belgique n'a pas de d'équipe. Je pensais qu'elle en avait une. Et la deuxième chose, c'est que je pensais qu'il y avait aussi un système de minima. Oui, Vous avez des minima, ouais, en fait, on a des mais il n'y minima a dans pas toutes les de, mais il n'y a pas de pour accéder au niveau national. En fait, il n'y a pas un processus pour l'atteindre. Enfin, tu dois pas faire des compétitions qualificatives. il y en a, en fait, nous, on n'a pas de compétition qualificative per se pour les nationaux. En fait, toutes nos compétitions Ok, sont qualificatives. Donc, si je vais en international et que je fais des minima ok, championnat de Belgique, bon, les minima internationaux sont plus que championnat de Belgique, mais ça compte. Par exemple, si vous voulez faire une compétition à aussi tous les bains de pied, ça peut rentrer en compte pour les pour les championnats de Belgique. Pour l'international, on a aussi des minima. Les minima sont ils ont été relevés cette année, mais par le passé, ils n'ont jamais été très élevés. Pourtant, on n'envoyait pas des teams complètes. Ici, ils ont été augmentés cette année. On envoie une équipe complète. Ça veut quand même dire que ce qui se passe avec le powerlifting est quand même quelque chose de très, très, très positif. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose. Mais du coup, on a bien des minima. On a des minima juste nationaux et juste internationaux. Alors, une fois que plusieurs athlètes réussissent ces minima, qu'ils soient nationaux ou internationaux, il y a une sélection qui est faite. En national, c'est les 14 premiers qui participent dans la catégorie de poids pour le championnat national. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être parmi les 14 premiers pour participer à un championnat de Belgique dans ces catégories de poids. Et l'international, ce qui se fait, c'est qu'un arbitrage qui est fait selon la meilleure performance. On sait qu'il y a en général une place par catégorie, donc on va essayer de remplir chaque catégorie. Et puis il y a des catégories où on a typiquement en général pas grand nombre, on va dire les 59, les 66. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les 2 places qui sont laissées là sont réallouées à d'autres athlètes. Et du coup, ça, c'est sur base, entre guillemets, de la performance, de combien de pourcentage ils dépassent les minimums. Mais du coup, on a aussi un peu une équipe Team Belgique, Team Belgium quand on parle international, mais en fait, elle n'est pas vraiment la Belgique qui décide, ce sont les fédérations qui décident, bah, moi je voudrais envoyer tels athlètes, et ce qui se passe, pardon, excuse-moi, c'est qu'il y a à ce moment-là un arbitrage qui est fait entre les fédérations pour décider, bah, ok, on va envoyer lui, on va pas envoyer lui, on sélectionne parce que nous, on a tels athlètes qui sont mieux placés dans le ranking, et puis bah, tel athlète qui est quand même suffisamment bien passé chez vous, donc on peut l'envoyer. Ok, ok, bah j'ai appris plein de trucs. Et donc là, tu nous parlais un petit peu du fonctionnement des fédérations en tant que telles. Est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu de toi, ce que tu as constaté au niveau peut-être de la mentalité, donc des trucs un petit peu moins palpables, comment tu perçois les choses en France et en Belgique? Euh, Je pense qu'il y a une politique. Enfin, c'est difficile de parler pour mes homologues néerlandophones, puisqu'ils ont vraiment leur plan de développement stratégique, leur politique de leur côté. Et nous, voilà. Ce qui pour moi fait la grosse différence, c'est que, notamment au niveau des athlètes, quand ils vont au international en France, ils vont là-bas pour faire des résultats. En Belgique, les gens sont international, c'est déjà bien. Ça, pour moi, c'est une des grosses distinctions. On a un petit peu plus cette autosuffisance. On est, oh, ok, on va en international, c'est bien, on a envoyé deux, trois personnes, c'est cool. Les chiffres sont en augmentation, mais ce qui nous manque, c'est vraiment cette volonté de pousser, vraiment cette volonté d'être, ok, on est dans le groupe B, ben ouais, ben, on doit mettre des objectifs, on doit peut-être se dire, ok, on peut peut-être accepter pendant encore 1 ou 2 ans, on met des athlètes dans le groupe B, mais après, ils doivent passer groupe A. On devrait mettre des objectifs. On manque un petit peu cette ambition. Alors aussi, c'est facile à dire, il y a 3 ans, on n'envoyait personne en international quasiment. Maintenant, on envoie systématiquement 5, 6 athlètes à peu près à toutes les compétitions. Euh, et du coup, c'est aussi, il faut se laisser un petit peu le temps. Donc je pense que la France a quelques années d'avance sur nous. On arrivera peut-être dans la même situation à l'avenir, mais on doit aussi se laisser le temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile parfois. Vraiment cette volonté de se dire, ok, ce qu'on fait c'est déjà bien, mais on doit aussi pousser. Enfin, c'est bien parce qu'on se lance seulement, mais on doit aussi pousser pour essayer d'améliorer ses résultats compétitifs. Mais ça passe comment? Ça passe par une professionnalisation du sport. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les staffs encadrants soient mieux formés, qu'on laisse peut-être parfois un petit peu moins d'autonomie pour le choix des barres à sélectionner pour maximiser les résultats compétitifs. Et donc, c'est différentes petites choses comme ça sur lesquelles on doit essayer de faire attention. Et voilà. Alors qu'en France, ils ont vraiment cette mentalité de on envoie des athlètes internationaux, c'est pour gagner, on vient Ok, pas chercher ouais, des médailles de participation, on veut des médailles. d'accord. Ok. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu nous as parlé aussi des fédérations, des ligues. Donc, je suppose qu'il y a des ligues qui sont reliées à votre ministère des Sports. Est-ce qu'il y a aussi des fédérations qui ne sont pas officielles, entre guillemets? En powerlifting. Ouais, comme la WPC ici en France. Alors la WPC, ce serait très compliqué en Belgique parce que on doit dire qu'en fait les fédérations qui sont un petit peu non reconnues par le ministère des Sports, ben, elles doivent au moins être reconnues par l'ONAD. L'ONAD, Ok. c'est l'organisme national antidopage. Et du coup, chez nous, par exemple, on n'a pas d'équivalent de la WPC en Belgique. Par contre, ce qu'on a, c'est la Belgian Drug Free Powerlifting Federation. Du coup, c'est une fédération de powerlifting drug free. Je mets des gros guillemets parce que c'est difficile à vérifier, mais en tout cas, leur volonté est qu'elle soit totalement drug free. Le niveau est moins élevé, par exemple, que chez nous. Euh, voilà, c'est comme ça. Mais l'idée pour eux, c'est qu'ils ont des règles antidopage beaucoup plus strictes que ce que je vais dire qu'on va retrouver au niveau de l'IPF ou toutes les fédérations sportives qui ont signé le code de conduite AMA, donc l'Agence mondiale antidopage.
Et du coup, ils sont, par exemple, si quelqu'un a été pris pour dopage, eux, il est d'office banni à vie. Il n'écope pas forcément entre 2 et 4 ans de suspension. Voilà, ça c'est la seule Ok. grosse fédération de powerlifting qui n'est pas reconnue, enfin grosse, n'est pas très grosse. Par exemple, ils ont organisé, je pense, en 2023, championnat d'Europe à Anvers. Il y avait 90 participants en row, en équipé sur les single lifts et les 3 lifts. Donc, c'est quand même pas une très très grosse fédération, mais elle existe. On n'a pas vraiment ces problèmes-là. Si les athlètes veulent concourir en WPC, ben, ils vont en France. Ok, ok, très bien. Ça marche. Donc là, on a un petit peu fait les présentations, on a posé les bases, et on va rentrer un petit peu dans les sujets passionnants. Donc là, je vais te poser une question qui est extrêmement vague, et on pourra la développer au fur et à mesure. Mais toi, quelle est ta façon de programmer en force? Quelle vision tu as quand un athlète fait appel à toi? Après, je pourrais te donner d'autres éléments pour t'aiguiller dans ta réponse, mais voilà, je te pose la question, et si tu peux y répondre déjà, rien qu'avec ça, ça serait top. Ok, moi je vais plutôt parler vis-à-vis du coup de mes énoncés de mission et de mon slogan chez Smart Strong, parce que je pense que c'est une bonne entrée en matière et ça permet de résumer et après de vraiment développer. Du coup, chez Smart Strong, l'énoncé de mission qu'on a, c'est Empowering People Through Sport, Science and Education. On a vraiment cette idée d'outiller la personne, d'aider les athlètes de force à devenir de meilleurs athlètes. Donc ça, c'est vraiment un de nos énoncés, le premier énoncé de mission. Ensuite, le second, c'est permettre aux athlètes d'atteindre leur meilleur niveau de performance. Donc pour moi, il faut vraiment différencier l'aspect être un meilleur athlète et vraiment le niveau de performance. Les gens ils mettent la même chose. Être un meilleur athlète, c'est performer bien. Enfin, c'est performer avec des gros pillards et ce genre de choses. Pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'un athlète, c'est quelqu'un qui va d'office, qui va par exemple réviser des essais, qui va se comporter en tant qu'athlète, qui va avoir cette mentalité de se dire bah, je fais attention à ma récupération, à mon alimentation, je fais attention à mes facteurs externes. Donc ça, c'est vraiment pour moi un pilier, mais à part. Ensuite, il y a permettre aux athlètes d'atteindre leur meilleur niveau de performance. Ben là, c'est maximiser les résultats compétitifs ou alors à l'entraînement s'ils ne veulent pas faire de compétition, mais optimiser les pillards, améliorer par exemple la technique, les leviers, ce genre de choses. Et le dernier pilier, le dernier énoncé de mission que j'ai chez Smart Strong, c'est éduquer et proposer des outils à mes athlètes pour leur permettre de développer leur autonomie et leurs compétences. Donc ça, c'est un petit peu, si tu veux, ce vers quoi ça, c'est vraiment ce sur quoi je me base pour proposer un service de qualité à tout le monde. Donc après, en partant de là et pour essayer d'élaborer un petit peu, je vais dire que j'ai une approche qui est majoritairement scientifique. J'essaie de me baser un maximum sur des sources, sur des références, sur des articles en fait. J'essaie de ne pas tirer une information de mon chapeau, j'essaie de me tenir au courant de ce que dit la science, quelles sont les dernières informations, mais que ce soit en programmation, que ce soit en coaching, parfois même en psychologie aussi. Parfois, ça peut être aussi sur les mécanismes, on va dire, plutôt physiologiques de ce qui se passe, comment est-ce qu'on gagne en force, comment est-ce qu'on gagne en masse musculaire. J'essaie aussi de me tenir très au courant de ce qui se passe, ce qui se dit en termes de nutrition. Alors, je ne fais pas de suivi nutritionnel, mais pour pouvoir conseiller mes athlètes à certains moments ou les réorienter vers différents coachs, j'essaie de continuer à me former là-dedans. Puis, il y a aussi ma formation de kiné, dans laquelle j'essaie continuellement aussi de me mettre à jour, même si je ne pratique pas per se en kinésithérapie, mais que je propose plutôt des services en réhab et consultance en ligne aussi. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon approche. J'essaie d'avoir une approche aussi qui soit vraiment graduelle. Moi je pars toujours du principe que un athlète, l'augmentation de la spécificité, elle doit se faire au niveau de la carrière. Ça ne sert à rien de commencer avec un athlète qui a 16 ans, qui n'a jamais pratiqué le powerlifting et commencer à lui faire du French low bar, du archer au maximum et optimiser tous ses leviers d'emblée. Moi, je suis plutôt sur cette approche. Plus tu es jeune, plus on veut construire la masse musculaire le plus vite. Du coup, tu as un entraînement qui est, OK, il y a les 3 big lifts, il y a un peu de SBD, mais il y a surtout beaucoup d'accessoires et tu vas faire de la masse. Donc ça, c'est un peu en général. Et puis, j'augmente la spécificité de manière graduelle à mesure que l'athlète est de plus en plus proche, si on veut, de la fin de sa carrière, si on estime qu'une carrière dure à peu près 10 ans dans le sport. Ok, putain, c'est déjà vachement complet. Super. Et moi, tu vois, ce que j'aime avec toi, et du peu que je connais de toi, Thibaut, c'est que justement, t'es dans une recherche permanente
de formation, de perfectionnement, afin de proposer le service le plus qualitatif possible. Euh, et c'est un truc, je dis ça comme ça, mais ça paraît, comment dire, tomber sous le sens quand on est coach, de vouloir se former, acquérir de l'expérience, mais des connaissances aussi beaucoup. Et on en parlait nous ensemble. Et on observe maintenant de plus en plus quand même des gens qui n'ont jamais suivi une seule formation et qui se proclament spécialistes, professionnels. Et je trouve ça. Après, il y a des gens qui sont peut-être naïfs, mais du coup, tu vois, enfin voilà, t'as les deux opposés, quoi. Et des fois, ces gens-là, bon, ils ont pas mal de connaissances ou ils ont une volonté sur les réseaux de faire ce qui fonctionne, hein. Et puis on sait que ce qui fonctionne, c'est pas ce qui est le plus qualitatif. Et puis à côté, il y a des gens un petit peu dans l'ombre qui proposent du contenu hyper qualitatif et qui, pour moi, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est aussi pour ça que t'es là aujourd'hui avec moi. C'est que entre temps j'ai pu aller voir ton contenu. Oui, et en fait aussi ce qui me plaît, c'est d'être aligné avec son discours. Parce que ce que tu proposes toi, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est toi dans la vraie vie en fait. Et du coup, voilà, enfin, c'était une petite parenthèse, mais je trouvais ça hyper important parce que là, tout ce qu'on a posé depuis le début là de l'épisode, ça vous démontre un petit peu la démarche de Thibaut, tout ce qu'il a mis en place pour se former. Il continue encore à se former. Il pourrait se dire, oh, vas-y, c'est bon, moi j'ai les connaissances suffisantes maintenant, c'est bon. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Et non, en fait, il continue sans cesse. C'est une formation qui ne s'arrête jamais. Et puis, on se forme sur des formations, mais aussi on se forme sur le terrain avec les élèves, les athlètes. Et enfin, c'est pour ça que c'est un métier qui est passionnant, en fait. Tout à fait d'accord. Et juste pour donner un petit point sur la dernière philosophie, c'est que Smart and Strong, tu sais, c'est l'idée que les athlètes, ce qu'ils veulent devenir, c'est plus fort, mais aussi qu'on les éduque. Ben, à la base, c'était pas quelque chose que j'ai choisi pour ce que ça signifiait pour mes athlètes, mais ce que ça signifiait pour moi. Je vais parler d'une expérience, enfin, une petite histoire. Je n'ai pas parlé à beaucoup de monde, c'est quelque chose que je garde en général qui est assez privé, mais j'ai vécu une période difficile il y a presque 3 ans, suite à une rupture assez douloureuse. Mais aussi, j'étais dans une période un petit peu difficile. Est-ce que je veux vraiment m'orienter vers la kinésithérapie où je me remets beaucoup en question? Et là, je préparais justement une compétition de qualification pour essayer de me qualifier pour les championnats d'Europe. Et après la compétition, il y a en général un peu les enjeux redescendent. Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai réussi ça, il me reste d'autres objectifs, mais c'est plus des objectifs sur le plan personnel, c'est plutôt des objectifs sur le plan académique. Sur le plan sportif, qu'est-ce qui me reste? Et là, je commence à réfléchir et dire, ok, powerlifting, c'est chouette, mais imaginons demain, je me fais renverser par une voiture, je perds mes deux jambes. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, pas beaucoup de gens vont se poser ce genre de questions. Enfin, c'est très défaitiste, très négativiste, mais j'aime bien vraiment avoir cette option d'être préparé à tout et parfois d'envisager le pire cas de figure. Et j'étais, en fait, ça n'a pas d'importance. Je pourrais peut-être plus faire de powerlifting, mais je me lancerai dans autre chose. Et ce sera quoi? Ça sera de l'athlétisme, ce sera peut-être juste du bench, enfin du parabench, j'en sais rien. Mais j'étais un peu, en fait, cette volonté de devenir meilleur sur le plan physique, donc l'aspect strong, en fait, c'est quelque chose que je recherche depuis tout petit, comme j'en ai parlé dans mon historique. En fait, quand je regarde dans cette section élite, lorsque je faisais les Pony Mounted Games, c'était déjà ce qui me plaisait. C'était déjà le fait de me dépasser. Et alors, c'est drôle, mais à cette époque-là, j'avais entre 10 et 13 ans, et je m'entraînais pour battre à la course des jeunes qui avaient 16 ans, quoi. Donc j'allais courir tous les mercredis après mon entraînement. On avait fait l'entraînement entre guillemets technique avec les chevaux. Moi, j'allais courir. Et le but, c'était de mettre une rouste. Voilà, il y a eu des qualifications pour les championnats d'Europe. Ah ben, il y avait un test Cooper. Et moi, du haut de mes 13 ans, je pense, ou 12-13 ans, je battais des gars qui en avaient 18 sur le test Cooper. Et du coup, c'était vraiment un petit peu, ça a toujours été moi, ça, l'aspect strong. Et l'aspect smart aussi, en fait. Et c'est vraiment quelque chose, continuer à se former, continuer à se former. Et pour revenir à l'histoire, c'est vraiment de se dire qu'en fait, peu importe ce qui pourra se passer dans ma vie, c'est qui je suis, en fait, smart and strong. C'est vraiment l'idée de, sans arrêt, essayer de se dépasser sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel.
continuer à se former. Et voilà, alors c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire que je suis strong ou que je suis smart, on est d'accord, mais c'est pas pour dire que je le suis, mais c'est ce vers quoi je tends. Et que je tends chaque jour, chaque moment, chaque instant de ma vie. C'est beau, c'est beau. Et justement, bah tiens, j'ai une question à te poser. C'est que je te vais juste te demander, c'est quoi tes perfs en power? Ok, alors ces perfs, mes meilleurs perfs ont été faits dans des conditions particulières, en international, et je n'avais personne pour me coacher, donc je m'auto-coachais moi-même en international. Ah, donc mes meilleures perfs, elles sont un petit peu, c'était des safe attempts. Du coup, j'ai fait 2,75 en squat, 172,5 en bench et 295 en terre. Alors, sur base ici dernièrement, j'ai fait un 270 x 4 en squat. Donc, on se dirige doucement vers les 300. Le bench, c'est assez aléatoire. Donc, je veux dire, je suis toujours doit être entre 175 et 180 pour le moment si je devais une compétition, ce qui arrivera d'ici 8 semaines, donc ça va être cool. Et le deadlift, passer la barre aussi des 300, 305, donc ce serait plutôt bien. Ça, c'est à peu Ok, près ouais. sur base de l'entraînement ce qui est le minimum attendu. Donc je pense que le côté strong de Smart and Strong est respecté du coup. J'essaye. Alors, ici, j'ai comme petit objectif, d'ici à la fin de l'année, un 800 total. Ça, ce serait vraiment juste la petite victoire un petit peu sur le plan personnel. Et du reste, ouais. Après, j'espère ne jamais mettre de limite sur ce que je peux atteindre et surtout continuer de m'entraîner aussi longtemps que possible. Ok. Et alors je reviens un petit peu aussi en arrière. Tout à l'heure, tu as commencé à l'aborder. D'ailleurs, j'ai eu peur que tu que tu développes trop. Et en fait, non, c'est bon. C'était par rapport à la professionnalisation du coaching. Et on en avait commencé à en parler ensemble quand on s'est vu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement le système que tu as proposé, que tu aimerais mettre en place justement pour mettre en avant les coachs dans le powerlifting? Ok, alors il faut savoir que depuis, j'ai revu un petit peu le processus de sélection. On est revenu sur certains critères parce qu'on en avait parlé, mais surtout je l'ai présenté à la fédération. La fédération était partante, donc ce qui était juste un projet est quelque chose qui va maintenant se mettre en place. Juste planter le cadre un petit peu, c'est qu'en fait au niveau du ministère des Sports, on a eu une circulaire qui nous a encouragé à faire l'identification des hauts potentiels sportifs. Alors, je ne vais pas rentrer sur toute la sémantique qui est liée à ça, mais le truc, c'est que si on identifie des hauts potentiels sportifs, la question se pose de comment est-ce qu'on leur propose un suivi. Parce qu'en fait, ces hauts potentiels sportifs, on doit faire en sorte que ça ne reste pas que du potentiel, on doit les réaliser. Et là, moi, c'est posé une grosse question, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'ils puissent réaliser. Et là, une des premières questions, et la question évidente, c'est via un encadrement. Et comment est-ce qu'on peut orienter ces personnes-là vers des encadrants qui soient compétents. Et là, j'étais, ouch, on a un problème, on n'a rien qui est mis en place. Alors, je me suis un petit peu inspiré de ce qui s'est fait en FF Force, où ils ont fait un recensement des coachs. Des gens, c'était un recensement déclaratif. Les gens proposaient, j'imagine, leur numéro de carte pro, différentes choses pour s'assurer qu'ils puissent rentrer dans certains critères. Et ben, moi, je me suis un petit peu basé là-dessus pour en fait proposer un formulaire de référencement des cadres. Alors les cadres, c'est un autre mot pour coach, parce que coach, je pense c'est un terme qui est vraiment galvaudé par tout le monde. Hein. J'ai un an de pratique, je coach mon pote, je suis coach. Pour moi, non, c'est plus que ça. Mais alors, je me suis servi plutôt on va dire, de la sémantique qui est proposée par le ministère des Sports et on parle plutôt de cadre sportif. Cadre sportif, ce sont des gens qui sont formés, qui sont détenteurs d'un brevet reconnu par cette administration des Sports, ou ce ministère des Sports. Du coup, on s'est vraiment basé là-dessus. Alors, moi, j'étais venu ici avec plusieurs critères, en fait, hein, donc plusieurs prérequis. Et donc, par exemple, le premier prérequis, c'est d'être affilié à notre fédération. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment satellites à tout ça, qui se reconnaissent un petit peu comme coach en powerlifting, en haltéro, mais qui sont vraiment pas affiliés. Et du coup, on veut mettre en avant les coachs qui sont d'abord affiliés, si on veut, les trésors que rencontre la fédération. Ce qu'on veut, c'est aussi que ces coachs, ces cadres-là soient formés sur le plan antidopage. Et donc, on demande certaines certifications, comme certificat ADEL pour les coachs qui encadrent les athlètes de haute performance. On demande le numéro de brevet ADEPS, ou alors, en fait, s'ils n'ont pas de brevet ADEPS, mais qu'ils ont une espèce d'équivalent, hein, ben, on peut leur demander une copie du diplôme ou des certificats attestant d'une expérience dans le domaine de l'haltérophilie et ou du powerlifting. On leur demande d'avoir 21 ans. Pourquoi? Simplement parce que faut le savoir, et ça, je ne vais peut-être pas me faire des copains en le disant, mais que le cerveau d'un adolescent ou d'un jeune adulte n'est pas entièrement formé. Le cerveau, le cortex, termine de se développer à 25 ans. Ça veut dire qu'en fait, si on est trop jeune, on va parfois prendre des décisions qui ne sont pas toujours rationnelles ou qui ne sont pas toujours les plus
les plus intelligentes, celles avec le plus de recul, et du coup on demande un certain, pour favoriser ça, on demande un certain recul, donc avoir 21 ans, et alors on demande aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est assez important, c'est le fait qu'on demande au moins 2 ans de pratique compétitive avec un minimum de une compétition par saison. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des gens qui ont fait une compétition sur une année et puis qui estiment être coach. Je ne vois pas du tout comment c'est possible d'être un coach compétent si on a soi-même très peu d'expérience dans ce sport-là. Alors qu'il y a certains exemples qui pourraient nous venir en tête, hein, vraiment des exemples à part, mais ce seront plutôt ce qu'on va dire des outliers, des exemples à part, des exceptions, et sûrement pas la règle. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le truc. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, en fait, ce qu'on veut faire, c'est orienter les gens vers des gens qui sont compétents, qui ont des certifications et qui ont un degré d'expérience qu'on va estimer nécessaire pour encadrer des athlètes, on va dire, à haut potentiel. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement parce qu'en fait, vous iriez, vous, chez un médecin qui n'a pas de diplôme, vous iriez chez un avocat qui a pas non plus de diplôme, ou chez un kiné? Non, vous n'y allez pas. D'ailleurs, vous ne pourrez pas, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas exercer sans ce diplôme. Eh ben, nous, c'était un petit peu l'idée derrière ça. Ok, donc c'est très très intéressant ça. Oui. C'est une super initiative et d'ailleurs je suis hyper content pour toi que ça soit... Du coup ça a été accepté, Alors, ça a été ton accepté projet a par été la... accepté? En fait, j'ai juste présenté et ils ont dit, écoutez, de toute façon, nous, on est... Enfin, la première idée, c'est surtout un petit avis au niveau du conseil d'administration dont je fais partie. C'est de leur dire, voilà le projet que j'ai avec la commission technique. Et certains ont essayé de merchandiser un petit peu plus la chose en disant ah on veut que les tarifs soient affichés. Ça je pense pas que ce soit une bonne chose parce que si quelqu'un fait ça en termes bénévoles ou qu'il fait ça de manière déclarée, de non déclarée, il pourra de toute façon demander moins cher que quelqu'un qui fait ça de manière professionnelle. Et du coup ça on veut éviter, mais en fait c'est simplement parce que il y a des gens qui ont des tarifs moins élevés et ils voient ça comme un tarif, enfin comme un point positif qui risque d'attirer entre guillemets de potentiels coachés vers eux. Et du coup, il y a déjà des gens qui ont essayé de réutiliser ça un petit peu pour des fins promotionnelles, ce qui n'est pas l'idée à la base. L'idée est surtout, en fait, d'avoir un référencement des coachs. Ça va nous aider pour plusieurs aspects aussi pour la formation des cadres. C'est-à-dire que nous, on forme aussi des futurs cadres en haltérophilie et en powerlifting. Et en fait, si on a des gens, si on a un listing des gens qui sont formés, on a aussi un listing des gens qui vont être maîtres de stage, qui vont pouvoir encadrer les stagiaires après leur examen pratique, qui vont pouvoir aussi intervenir dans les formations selon leur degré d'expertise et ça, et aussi qui vont pouvoir nous aider dans le cadre parfois d'encadrement à l'international. Et du coup, c'est aussi de se dire, en fait, ce listing, il a vraiment une fonction, je vais dire, triple. Du coup, aider déjà à faire un référencement pour pouvoir orienter, si on veut, les sportifs qui auraient besoin d'un encadrement adapté. Puis ensuite, tout ce qui va être lié à la formation des cadres et puis tout ce qui va être lié à l'encadrement international. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est un outil qui va nous être vraiment utile. Mais il faut juste faire en sorte que ce ne soit pas utilisé à des fins, je vais dire, trop mercantiles, ce qui a déjà essayé d'être le cas. On a essayé de recentrer un petit peu et on a du coup fait quelques ajustements. Ok, en tout cas top, ça va dans le bon sens. Je sais pas ce qu'il en est en France de ce côté-là, mais il me semble pas qu'il y a des choses aussi poussées entre guillemets qui ont été faites. Donc vous avez une avance à mon avis sur la France. Ben, en effet, Donc force, ils l'ont fait. Et en fait, c'est parce qu'ils l'ont fait et que je l'ai vu. J'avais déjà ce projet-là depuis. En fait, ok, je dois dire que, tu sais, par le fait que moi je me sois sans arrêt formé et que j'ai fait les choses entre guillemets dans le bon ordre, je me suis formé, puis j'ai coaché. J'ai coaché gratuitement pendant près de 2 à 3 ans avant d'estimer avoir une expérience légitime que pour ne serait-ce que demander 20 ou 30 euros. Ben, j'estime qu'à l'heure actuelle, quand les gens se lancent, ils ont fait une compétition et parce qu'ils performent bien, ah tiens, ouais, j'ai un world record squat, alors je dois coacher. Et ben, j'estime qu'en fait, ça c'est con, je vais pas me faire beaucoup d'amis là-dessus, mais qu'en fait, ça diminue la valeur du coaching. En fait, que n'importe qui puisse coacher et que n'importe qui puisse, en fait, si on veut, mettre des tarifs qui sont en fait vraiment pas représentatifs de ce que la quantité de travail que demande un bon coaching, eh ben, j'estime qu'en fait, ça diminue la valeur de ce coaching-là. Et donc, ici, pour moi, l'idée n'est pas spécialement de dire et d'imposer une tarification spécifique, mais c'est de se dire, OK, si on voit déjà que les gens sans diplôme vont déjà peut-être être pas mis en avant au niveau de la fédération, ben, je trouve que c'est déjà plutôt une bonne chose en tout cas. Et l'idée est d'aussi encourager les gens, s'ils veulent en fait coacher, c'est en fait qu'ils juste se forment,
qu'on estime qu'ils puissent avoir un niveau suffisant de compétences que pour former. Parce qu'être coach, je suis désolé, c'est pas juste balancer un programme d'entraînement. N'importe quel zozo qui va apprendre un petit peu en programmation peut balancer un programme d'entraînement. C'est pour moi la partie la plus simple en fait de l'aspect coaching, c'est vraiment l'aspect programmation. Ça, avec les ressources qui sont disponibles sur Internet, qui sont disponibles sur Instagram, sur TikTok, franchement, en 6 mois, 1 an, n'importe qui peut apprendre à faire une bonne programmation. Par contre, être un vrai coach, du coup, tout l'aspect entre guillemets soft skill, l'aspect communication, l'aspect être pédagogue, c'est des choses où là les gens ont du mal. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit se concentrer et vraiment faire attention, quoi. Et du coup, ça passe par comment? Ça passe par la formation, ça passe par l'échange avec ses pairs, ça passe par un processus de remise en question qui doit être continuel. Mais quand on a aucune, entre guillemets, certification, aucune expérience, aucune connaissance, comment est-ce qu'on se remet en question? C'est compliqué. C'est marrant parce que tu vois, on en vient tous à la même réflexion. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà dit même sur les réseaux ou dans des discussions, que je trouvais que les coachs qui n'avaient aucune formation étaient très mauvais pour manager les athlètes et dans leur communication en fait à travers le coaching. Chose que je retrouve étonnamment beaucoup moins sur des gens qui se sont formés et qui peut-être eux D'accord. effectivement seront peut-être un petit peu moins bons certains sur l'aspect programmation, mais seront beaucoup plus pédagogues et auront des qualités humaines beaucoup plus affûtées que des personnes n'ayant fait jamais aucune formation. Et d'ailleurs, c'est avec Alexis Dopété que j'en parlais, et il a dit une phrase qui était très vraie et que j'ai retenue, c'est que si quelqu'un ne s'est jamais formé, a jamais fait l'effort de se former sur lui-même et qui propose ensuite des coachings, et un coaching, en fait, on pourrait interpréter ça comme une formation presque. En fait, la personne, vous demandez à la personne d'investir sur elle à travers vous, alors que vous n'avez jamais investi sur vous. Ça peut en dire beaucoup sur la personne. C'est ce qu'avait dit Alexis, en substance. Et moi, j'étais hyper d'accord avec lui, quoi. Donc c'est marrant que voilà, tu aies cette réflexion-là. T'es arrivé à ce niveau de réflexion et c'est le même, je pense, pour beaucoup, qui est partagé par pas mal de professionnels. Et, et un truc sur lequel j'ai envie de revenir et vraiment de mettre un point d'honneur, c'est qu'en fait, la plupart des gens maintenant, ils se lancent dans le coaching en ligne. Moi, avant de me lancer dans le coaching en ligne, je me suis assuré d'avoir fait du coaching présentiel. En fait, d'avoir développé cette relation avec la personne. Parce qu'en fait, je vais dire, le coaching en ligne, c'est pour moi, si on veut bien le faire, c'est plus compliqué que du coaching en présentiel. Déjà parce qu'en fin de compte, un coaching présentiel, on va peut-être mais je sais que tu en as parlé dans un podcast, du coup je vais peut-être me redire, mais un coaching en présentiel, on va peut-être demander 50, 60 euros, mais on est avec la personne, on bosse pendant 1 heure, on est vraiment dédié à son truc. Quand on fait du coaching à distance, moi je vais te le dire, j'ai mesuré en moyenne ce que je mets par athlète par mois. Je vais dire, on est entre 3h30 et 5 heures. Ça, c'est vraiment la quantité de travail que je mets avec un athlète standard qui travaille avec moi. Et je veux dire, si je demande 60 euros pour un coaching en présentiel, imagine que je devrais demander 180 euros pour le coaching en distanciel. Combien de personnes sont prêtes à payer cela pour avoir un coaching à distance? Qui est prêt à le faire? Déjà, très peu de gens. Les gens sont là à dire, en tant que coach, les gens demandent, bah, tu dois investir du temps en moi, mais les gens ne payent déjà pas ce que ça vaut. Ça, c'est déjà très compliqué. Mais enfin, j'ai divergé. Du coup, je vais revenir au fait que le présentiel nous apprend en tout cas le contact avec la personne, nous apprend en fait à parfois voir au-delà de juste l'aspect sportif, mais de s'intéresser à la personne. Parce que quand on est en présentiel, on ne parle pas que de la série qui vient de se passer, on apprend à connaître la personne, on s'intéresse à ce qu'elle vit. Ah ben, on sait quand elle a passé une mauvaise journée, on sait ben, quand ça va pas, ou on sait quand ça va très bien. Et ça, pour moi, c'est des compétences que la plupart des coachs en ligne ne développent pas. Et ils s'intéressent, ils sont là derrière leur truc, ils font un peu de programmation. Tout est bien, non, il faut peut-être changer ça ou ça va pas, ça. Déjà, je remarque que ce sont des gens qui aussi sont beaucoup moins orientés vers trouver des solutions. Ils vont souvent dire ça va pas, mais ils vont pas te dire comment est-ce que tu peux corriger ou mettre des choses en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, en général, c'est un petit peu asynchrone, hein, les retours, c'est-à-dire que la personne envoie son retour après sa séance, et du coup, bah, nous, on le voit plus tard, et puis bah, il doit l'implémenter pour son autre séance. Alors qu'en direct, quand on travaille en présentiel avec quelqu'un,
ça va pas. Et lui, il va dire, ben, comment est-ce que je corrige ça maintenant, là, tout de suite, pour la prochaine série? Et du coup, ben, on lui propose une correction, on va mettre ça en place, on voit si c'est efficace, on réassesse, et du coup, voilà. Et ça, je trouve qu'avec beaucoup de coachs en ligne, c'est des choses qui manquent. Ils n'ont pas développé, en fait, cette capacité de relation interpersonnelle, et surtout, au niveau de leur réflexion, ils n'ont pas toujours cette capacité, en tout cas, euh, d'agir entre guillemets comme un bon coach le ferait, et ils agissent vraiment juste comme quelqu'un qui fait de la programmation. Eh oui. Y a rien à rajouter parce que bah ouais, t'as dit ce que je pense par rapport à ça aussi. Et je pense que la période coaching one-to-one présentiel aussi peut avoir énormément d'avantages et développer vos skills pour la suite du en ligne, parce que tout ce que vous aurez appris par exemple à faire à vos élèves en présentiel, euh, les formulations que vous allez avoir, l'adaptation du discours par rapport au public que vous avez en face de vous et de la personne, hein, c'est très individuel, bah vous allez pouvoir le faire beaucoup plus facilement à distance. Alors que souvent, voilà, ce qu'on voit à distance, c'est des gens qui prennent des coachs entre guillemets, qui prennent les gens. Enfin voilà, il n'y a pas de différence quoi. Hein, c'est linéaire, tout est pareil. Et en fait, ils vont pas adapter leur discours au niveau de la personne et à la personnalité de la personne. Donc bon Et voilà, on ça va pourrait même plus on loin. pourrait carrément faire un podcast là-dessus. Ouais, ça va même plus loin. Moi, je vois des coachs en ligne qui, en fait, ils proposent un programme d'entraînement, mais dans le retour, c'est juste OK, et ils disent juste OK, merci d'avoir envoyé le retour, et il n'y a pas de correction, ou alors juste ça va pas. Mais l'athlète est vraiment laissé seul sur mais comment est-ce que je corrige ça? Donc ça, c'est vraiment des trucs. Et attends, j'ai vu aussi d'autres choses. J'ai pas envie de citer le nom parce que voilà, c'est pas mon genre. Mais des coachs qui proposent la même programmation alors que leur service est censé être individualisé. Ils imposent des fréquences d'entraînement à leurs athlètes, c'est-à-dire toi tu vas t'entraîner 3 fois semaine. Ah oui, mais si l'athlète a envie de s'entraîner 4 ou 5 fois, on en fait quoi? Et ça, c'est des choses qu'on voit et sont vraiment pour moi enfin, c'est des pratiques qui vont à l'encontre de la déontologie, si tu veux, de ce que c'est qu'être coach, mais ce sont des pratiques qui sont excessivement courantes. Alors, je vais pas dire que ce sont de mauvais coachs, mais ce sont des pratiques qui sont, selon moi, qui ne font pas du bien, entre guillemets, au coaching de manière générale. Et c'est pour ça que je pense que, entre guillemets, le coaching présentiel et se former sont vraiment des choses importantes, mais surtout, pas juste se former et avoir un diplôme et, ah, ok, je suis dans la fonction, je suis dans la profession, maintenant c'est fini. Non, vous devez continuer à vous remettre en question sans arrêt. Euh, Ici, moi, c'est un truc, mais j'ai parfois eu des moments où, tu sais, t'as des périodes, hein. Ici, j'ai eu un moment en septembre, enfin, en janvier, j'ai un athlète qui m'a dit, écoute, Thibaut, je vais arrêter de travailler avec toi. Ok, donc désolé, on a été coupé, je n'avais plus de place sur mon disque dur, trop de podcasts en stock. Du coup, on était en pleine discussion par rapport à l'approche qu'avaient les coachs. Et puis là, Thibaut, tu nous parlais justement d'une anecdote par rapport à tout ça. Yes, c'était vis-à-vis de la remise en question ou ce genre de choses, comment est-ce qu'on peut tout à fait s'améliorer. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de demander à mes athlètes en fait de les sonder. C'est s'assurer ici, par exemple, j'ai mis en place un questionnaire de satisfaction mensuelle, juste de vérifier en fait que tout se passe bien pour eux, qu'ils soient contents, sur l'aspect professionnalisme, sur l'aspect feedback, sur l'aspect programmation, la création de contenu aussi, parce qu'il n'y a rien à faire à l'heure actuelle. Créer des contenus, ça fait partie du rôle de coach. D'ailleurs, je vois beaucoup de coachs qui ne créent aucun contenu. Quelle est la plus-value? Enfin, on se fait payer, mais s'il n'y a pas de contenu qui est proposé à l'athlète, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage, parce qu'on doit pouvoir, comme je le disais dans l'émission, c'est vraiment d'éduquer. Mais bon, pour revenir un peu à l'anecdote, c'est de se dire que pour beaucoup de coachs, quand par exemple un athlète met fin à leur relation, certains vont être un petit peu, ah, c'est pas grave, si j'en ai qu'un athlète, au suivant. Je dois dire que moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Quand un athlète part, les athlètes peuvent arrêter pour différentes raisons. Si des athlètes avec lesquels, bah, ça m'est arrivé ici dernièrement avec une athlète, ça fait des mois que ça se passe pas bien. Il y a différentes choses qui étaient compliquées de son côté au niveau de sa vie, et je pense que c'est avait besoin, c'est d'une autre nouvelle structure. Alors, je l'ai encouragé à dire, écoute, je pense que ça vaut la peine pour toi d'aller voir un autre coach, juste parce que c'est quelque chose qui, je pense, sera plus bénéfique pour toi, plutôt de continuer en fait dans ce cercle vicieux dans lequel quoi que je puisse mettre en place, ça ne convient jamais. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose déjà d'important. Je pense que plus de coachs ne devraient pas avoir de soucis à référer, à envoyer vers d'autres.
Donc ça, c'est vraiment une première chose, que ce soit des kinés, des psychologues du sport ou différentes choses comme ça. Mais l'anecdote qui m'intéresse ici, c'est vraiment un athlète qui, ici en janvier, m'a dit, écoute, je vais arrêter de travailler avec toi. Ok, pas de souci, tout se passait bien jusqu'à présent, je comprends pas trop. Alors il m'envoie différentes choses. Alors il m'a dit que typiquement, il avait l'impression que je ne l'écoutais pas, euh, que la programmation n'était pas assez individualisée selon lui, et que surtout, en fait, je proposais des choses qui étaient assez dangereuses. Alors, je n'étais pas trop d'accord avec ça, mais le souci n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort ici, c'est l'idée de se dire, ok, ce qu'on veut parfois, c'est qu'on a l'impression de faire un super boulot, c'est que les coachs ont fait tout ce qu'on peut, et que les gens vont de toute façon être insatisfaits, mais plutôt que de se servir de ça comme étant, je vais dire, plutôt comme disant, non, je suis pas d'accord avec lui, il a une fracture, c'est qu'un petit con, ou quoi que ce soit, j'ai plutôt essayé de rationaliser. Alors, je dis, je suis pas content, il m'accuse de choses pour lesquelles j'estime que c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une première chose. J'estime qu'il n'a pas été correct non plus dans certaines choses qu'il a pu dire ou faire, mais ça, c'est un autre problème. Et c'est de se dire, ok, ce que je peux faire plutôt que de dire, ok, ça me concerne pas. Première chose que moi j'ai essayé de faire, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, j'en ai parlé à différents coachés, c'est de voir est-ce que c'est avec différents autres athlètes, est-ce que c'est la chose, est-ce que vous avez aussi cette impression-là? Et puis, en fait, suite à ça, j'ai essayé de mettre un questionnaire de satisfaction mensuel pour s'assurer qu'en fait, ce genre de cas de figure ne puisse pas se reproduire. Dire si un athlète a quelque chose à dire, c'est qu'il ait un espace pour le dire, mais qu'il ne soit pas spécialement l'espace frontal de m'envoyer un message ou de me le dire. Ce qui est bizarre aussi avec cet athlète, c'est que je l'avais vu en face-to-face et en réel, hein, du coup en présentiel quelques jours avant, et que je lui avais bien demandé est-ce que tout allait bien et tout ça. Et ici, j'ai appris par la suite qu'il y avait probablement quelqu'un qui avait probablement enfin voilà, avec les idées que j'ai, je me fais pas toujours des copains, que ce soit au niveau de la fédération, au niveau de ce que c'est que le coaching. Et j'ai appris un peu à être le méchant dans certains cas, probablement aussi pourquoi le contenu n'est pas toujours aussi mis en avant que ce que je voudrais. Mais faut se rendre compte que les athlètes, ils vont être influencés par différentes choses. Et ce que je voulais faire ici, c'était vraiment se dire, ok, j'ai peut-être aussi merdé d'un côté, je n'ai pas fait je n'ai pas prodigué le service que lui pensait que je devais lui prodiguer, mais plutôt que de me dire, on est en fracture, se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Et ça, je pense que beaucoup de coachs pourraient mettre ça en place, c'est-à-dire se mettre en question et se dire, ok, c'est pas parce qu'une relation se passe mal, se termine mal ou bien. Déjà, je suis pas forcément la personne sur laquelle on met en tort, parce qu'une relation, c'est deux personnes, c'est toujours deux personnes, donc ça va dans les deux sens, c'est pas un sens unique. Mais c'est-à-dire peut-être que si l'athlète à un moment a eu l'impression que je remplissais pas ma part du job, peut-être que je peux la faire mieux aussi. Et ça, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs qui n'en sont pas capables. Alors, il y a beaucoup de coachs qui en sont très capables, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, la majorité, c'est les coachs. Je suis le coach, j'ai la vérité, c'est moi, c'est grâce à moi que l'athlète progresse, c'est grâce à tout ce que je lui propose, et si à un moment quelque chose qui ne va pas, c'est de la faute de l'athlète. Oui, mais donc tu es en train de dire que si quelque chose se passe bien, c'est entièrement de ta faute, c'est entièrement grâce à toi, mais si quelque chose se passe mal, c'est entièrement la faute de l'athlète. Est-ce que les torts sont jamais un peu partagés? Est-ce que c'est jamais un petit peu 50-50 ou 60-40 ou 70-30? On est plutôt dans ce cas de figure-là, plutôt de dire, en fait, je prends seulement ce qui est positif et tout ce qui est négatif, je le rejette la faute sur l'autre. Et ça, je vois quand même quelques coachs. Et à l'heure actuelle, dans le powerlifting, c'est souvent comme ça, ou de prendre la responsabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vraiment important. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut se professionnaliser, c'est en disant, ok, je suis pas parfait. Il y a probablement des erreurs que je commets. Je peux peut-être pas le service de qualité de la même manière à tout le monde, puisqu'en fait les athlètes ont parfois des attentes différentes, ils communiquent de manière différente, et voilà. Mais ici, ce que moi j'ai fait notamment cette mésaventure, c'est d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Donc une situation négative, c'est d'essayer de le transformer en positif et d'offrir un espace avec les athlètes pour lesquels en fait je peux veiller à améliorer mes services. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sondé un peu tous mes athlètes et j'ai vu en fait quels sont les points qui sont le haut, sont les plus importants. Alors là, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que malgré le fait que je produis un service en ligne, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une majorité de mes athlètes qui demandaient pour avoir plus de plus de présentiel. Et ça, c'est assez intéressant typiquement. Et du coup, c'est quelque chose que je me dis, ok, si les athlètes le veulent, c'est quelque chose qui pour eux est important dans le service, c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de me battre pour le mettre en place. Et du coup, depuis lors, ce que je fais beaucoup, c'est qu'ici, je suis en recherche d'un studio pour pouvoir, en fait, pouvoir les accueillir et pouvoir leur proposer ce qui leur manque, parce que si j'estime que c'est comme ça que je peux produire un service de plus grande qualité, et c'était aussi une demande, c'était aussi une volonté de moi, une volonté de ma part de vouloir avoir ce studio, j'estime que c'est comme ça qu'on devient un meilleur coach. Super intéressant. Super, ouais, super. Et écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles et prenez des notes.
Mais je dois dire que c'est pas quelque chose qui est évident, hein, parce que c'est Oui, très inconfortable. C'est super inconfortable de se regarder dans la glace et de se dire, ok, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas grave si je suis pas d'accord, mais je vais quand même essayer de regarder qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je propose comme service. Et ça m'est arrivé, je veux dire, sur toutes mes années de coaching, ça m'est arrivé à 2 moments, dont un ici récemment. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir un peu de temps en temps, se manger parfois une claque. Alors, je dis pas que l'athlète a bien fait ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Il a pas été correct sur certains points. Mais je veux dire, je lui en veux même pas, parce qu'en fin de compte, c'est un jeune. Je sais qu'il y a eu des influences externes et que du coup, que les influences externes sont des gens avec lesquels ça fonctionne pas depuis. C'est des gens qui ont un peu un grief contre moi, pour toutes les raisons que j'ai citées un peu avant, parce que j'essaie de faire avancer la fédération. Je prends des décisions parfois qui sont pas populaires et que surtout, j'estime que ma philosophie de coaching, surtout comme je l'ai dit au début, c'est vraiment cette volonté avec les jeunes, surtout d'avoir une vision à long terme. Il y a des jeunes qui viennent me voir, je vais être champion du monde dans 2 ans, quoi. Moi, je leur dis, mais non, enfin, essayer déjà de qualifier au championnat de Belgique. Une fois que tu seras qualifié au championnat de Belgique, on peut peut-être viser un podium championnat de Belgique, peut-être se qualifier pour l'international, puis concourir à l'international, et puis on pourra peut-être penser à maximiser ces résultats-là. Mais quand je dis ça, les jeunes, ils sont là, tu crois pas en moi, c'est pas juste, moi je vais aller voir un autre parce que l'autre, il va m'aider à y arriver. Voilà, et on se fait pas, j'ai l'impression qu'on se fait pas toujours on se fait pas toujours bien, on se fait pas toujours des amis quand on essaie d'avant tout d'être honnête, de limiter un petit peu les attentes démesurées des athlètes. Et voilà. En attendant, c'est ma façon de faire. Si les gens sont pas trop d'accord, ils vont voir ailleurs de toute façon. Et mais faut garder en soi, faut prendre des décisions, faut parfois dire des choses, faire des choses qui sont parfois pas confortables. Se dire ok, même si j'ai l'impression de prodiguer un service premium, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les athlètes c'est comme ça qu'ils le perçoivent? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait ces feedbacks ou ce genre de choses, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tellement plus de positifs que de négatifs et que souvent, les gens, ce qu'ils avaient à dire, c'est vraiment, ok, mais c'est pas quelque chose que tu fais mal, mais c'est quelque chose que tu pourrais faire mieux ou sur lequel, tiens, tu le proposes pas, mais je voudrais que tu le proposes. Et du coup, en fait, à chaque fois que je fais ces questionnaires ou c'est un peu ces audits au niveau de mon service, je me rends compte qu'en fait, c'était souvent, je veux dire, un point de données qui était un peu extrême. Et ça, je pense que c'est quand même important parce que c'est comme ça qu'en fait, j'arrive à me réinventer. C'est comme ça que j'arrive à progresser et à améliorer aussi mon service. Donc ça, je trouve que c'est assez important et voilà. super. Ouais, ça aidera beaucoup. J'ai une question aussi, et c'est un truc, on en parlait au tout début, l'aspect scientifique dans la force et les références, etc. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Dans quelle proportion c'est intéressant de se focus sur les études? Est-ce que, même si c'est extrêmement dur à définir, mais le terrain et la science, dans quelle proportion il faut aborder ces deux aspects-là pour être entre guillemets le plus efficace. Est-ce que quelqu'un qui serait que du terrain serait forcément un mauvais coach? Est-ce que quelqu'un qui serait vraiment que du côté des études serait un mauvais coach? Enfin voilà. J'aime beaucoup cette question et je l'aime pas à la fois parce qu'en fait, c'est compliqué de donner une réponse qui soit simple et c'est une réponse, je veux dire, ce sera complexe, mais j'aime beaucoup. Alors, c'est pour un peu placer le background aussi, c'est que kiné, études scientifiques. Après mon master en kiné, j'ai commencé, si vous voulez, un master en sciences de la motricité, finalité approfondie, donc en fait en recherche. J'ai travaillé en laboratoire pendant 1 an et demi, du coup sur des expériences, et donc notamment ici sur tout ce qui était lié à l'aspect régénération du muscle avec l'intégration des cellules satellites. Donc ça a été un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi. J'ai mis fin à ce master-là pour me lancer dans le coaching à temps plein ici il y a quelques mois. Donc, mais avant, je travaillais sur le coaching à côté. Mais du coup, j'ai vraiment un peu vu les deux. J'ai vraiment vu les deux, c'est-à-dire soit l'aspect vraiment orienté de terrain et soit l'aspect science. Alors, pour répondre à une de tes questions, c'est quelqu'un qui pour moi est un bon coach, même sans base scientifique, il va et il sera un bon coach. Il va y arriver. Ça lui prendra juste plus de temps. Et du coup, en fait, il faut voir la science, non pas comme étant quelque chose qui nous permet d'avoir réponse à tout, mais c'est quelque chose qui parfois nous permet de prendre des raccourcis, nous permet de mieux comprendre, parce que des généralisations, elle met en évidence certains principes, certains concepts théoriques. Mais la science, et ça, il faut que les gens le comprennent, c'est que la science, elle vient toujours du terrain. Le terrain
est le point de départ pour la science, surtout dans les sciences de l'exercice. Alors, il y a certains cas de figure où, par exemple, dans certains cas, c'est un peu des études qui sont faites in vitro, donc en fait sur des cellules ou où on a un modèle un petit peu mécaniste et qu'on essaye, si on veut, de comprendre un peu ce qui se passe dans l'être humain. Mais la plupart du temps, les études, elles viennent les observations viennent du terrain, elles sont relayées vers le scientifique et c'est lui à ce moment-là qui va les tester. Et du coup, ça c'est vraiment un truc que je pense que les gens ne comprennent pas beaucoup, et spécifiquement en fait dans les sciences de l'exercice et de la force. Je trouve qu'on a toujours sans arrêt cette base en fait qui vient du terrain, surtout ces dernières années. Ici, il y a plusieurs chercheurs, je pense à Dr. Pac Androukakis, qui est un docteur, Milo Wolf, même chose, où en fait, eux, ce sont aussi des chercheurs, mais qui sont d'abord vraiment partis du terrain, qui ont regardé, tiens, Milo Wolf, sa thèse, c'était sur l'amplitude de mouvement en lien avec l'hypertrophie. Il dit, tiens, on voit beaucoup de bodybuilders qui font des amplitudes partielles. Est-ce qu'en fait, finalement, ils ont peut-être pas compris quelque chose et que nous, on n'aurait pas compris? Alors, il a testé ça, il a observé quelle était l'amplitude partielle qui prodiguait le plus de masse qui prodiguait le plus de gains en masse musculaire. Dr. Pack, lui, il a dit, bah tiens, en force, on voit différentes approches. Des gens qui utilisent une dose maximale de volume, d'autres une dose minimale. Alors lui, c'est un peu intéressé, si tu veux, à tout ce qui était dose minimum effective pour gagner en force. Et donc, ça j'ai envie de dire, c'est vraiment des idées qui viennent du terrain. Et du coup, la science se base sur le terrain, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très peu et que les gens ne comprennent pas. Alors, il y a aussi beaucoup de limitations, c'est que les gens, tiens, oui, mais cette étude-là, elle a montré ça, mort, on sait que sur le terrain, c'est compliqué. Et oui, il faut comprendre, c'est qu'une étude, ça contextualise. Une étude, ce qu'on essaie de faire, c'est isoler certaines variables. Si on laisse trop de quand on s'entraîne, il y a une infinité de variables. Je veux dire, quand on coach, il y a une infinité de variables qui sont à prendre en considération. Le statut de nutrition de la journée, l'hydratation. Tiens, est-ce que la personne a passé une bonne ou une mauvaise journée? Ou est-ce que dans son cycle d'entraînement, ce sont des choses qui vont impacter, si on veut, la réponse à l'entraînement. Lors d'une étude, on essaie de réduire tout ça. On essaie de se concentrer que sur une seule variable. Et beaucoup de gens, après, disent, oui, mais c'est pas applicable. Oui, mais sinon, une étude n'a pas lieu d'être. Si en fait, elle ne contrôle pas les variables, en fin de compte, elle ne peut pas identifier cette variable et l'impact qu'elle a sur l'issue qu'on veut mesurer. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment une chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Et du coup, c'est une des limitations de la science. Mais on en est conscient. Après, la science, comme je le disais, elle n'est pas là pour te dire quoi faire. Elle est là pour te montrer parfois une direction, ouvrir une porte, ou alors te présenter un concept. Et en fait, c'est toi, sur le terrain, qui dois appliquer cela sur base des connaissances que tu as. Et ça, je trouve que la plupart des gens ne comprennent pas. Dans cette démarche-là, il y a ce qu'on appelle l'evidence-based practice. L'evidence-based practice, en fait, elle repose, si on veut, sur 3 concepts. C'est la littérature scientifique, l'expertise du praticien, donc du coach, du kiné, du médecin, parce qu'en fait, c'est vraiment transversal dans les sciences de la santé. Et puis, si on veut, l'expérience ou l'expertise du patient, du client. Et par le passé, on a beaucoup représenté ce modèle evidence-based practice comme étant un tabouret à 3 pieds. Et donc, où chaque composante avait un poids égal. À l'heure actuelle, on est complètement sorti de cette représentation et on a fait une représentation d'entonnoir. Alors, cet entonnoir, on a la partie la plus large, en fait. Et cette partie la plus large, c'est ce que tu veux, c'est toute la littérature scientifique. Et en fait, cette littérature scientifique, elle est condensée, elle est digérée pour arriver, en fait, au niveau de l'étage, si tu veux, l'expertise du praticien. En fait, c'est l'expertise du praticien qui va, en fait, juger de ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent dans la littérature scientifique. Et lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est encore de digérer ça pour proposer des options aux coachés, aux clients. Et du coup, en fait, la littérature, elle est là, c'est la base. C'est-à-dire, c'est la base de ton entonnoir, c'est là où il y a le plus de contenu. C'est digéré, c'est prémâché par l'expertise du clinicien, tiens, il essaie de comparer, il compare les résultats de différentes études, il essaie d'en tirer, si tu veux, son analyse, avec ses billets, bien évidemment, il faut en être conscient. Et puis, en fait, lui, suite à son interprétation et à ce qu'il a lancé, en plus de par son expertise et par ce qu'il a pu observer sur le terrain, il va proposer certaines solutions, certaines propositions et certains choix aux clients. Et du coup, ça, c'est aux coachés, aux patients, on appelle ça un peu comme on veut, mais c'est vraiment l'idée. Et la plupart des gens comprennent très mal ça. Et une fois qu'on a en fait compris cette vision de l'entonnoir, c'est super simple en fait. Tu dis, je lis autant de littérature possible, littérature scientifique de bonne qualité que possible. Je l'intègre un petit peu. Moi, je me base aussi sur ce que j'observe sur le terrain, ce qui fonctionne pas. Parfois, j'hésite pas aussi à tester de nouvelles choses, parce qu'en fait, la littérature scientifique évolue super vite. Et une fois que j'intègre ces choses-là, je peux proposer plus d'options à mes clients, coachés, patients. Et en fait, c'est avec eux qu'on prend une décision de ce qu'on fait ou pas.
Bah, voilà. Je sais pas si ça répond un peu à tes questions. Si, totalement. Et donc, ok, c'est un ensemble et il n'y a pas de noir ou de blanc. Et puis, mais en tout cas, c'est utile pour avoir une compréhension et pour appliquer ensuite sur le terrain. Exact. On dit, Et c'est complémentaire à ce qu'on voit sur le terrain, en fait. en fait, exact. Et en fait, il faut imaginer que c'est une voie à deux sens. C'est qu'en fait, si, enfin, c'est des échanges qui sont constants et continuels. Et en fait, c'est justement, et moi, j'encourage beaucoup, enfin, si vous avez des chercheurs dans votre contact, vous avez des gens qui travaillent dans cette, rentrez en contact avec eux. Le problème, c'est qu'on a aussi cette impression, il y a un peu de fracture entre le monde académique et le monde des coachs. Et pour ainsi dire, moi, je travaille dans un labo, et alors, avec parfois des idées de terrain ou des idées un peu plus, je veux dire, un peu moins mécanistes ou quoi, on arrive à quand même trouver des solutions, ou à trouver des idées, il y a un échange qui est continuel. Moi, j'ai discuté ici avec des gens du LB qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle le CAPS. Le CAPS, c'est le Centre d'aide à la performance sportive. Et en fait, eux, par exemple, ils développaient un protocole d'entraînement pour améliorer la préparation physique des rugbymen, notamment en termes de développement de la masse musculaire et de la force. Et ils se basaient sur le protocole Le JAR. Je sais pas si ça te parle quelque chose, ou le GAR. En gros, Non. c'est un protocole qui dit, bon, on commence à 80% du 1RM, on fait 3 reps, 15 secondes de récup, on passe à 4 reps, 15 secondes de récup, 5 reps, 15 secondes de récup, et on va jusqu'à 7 reps comme ça. Alors, tu sais, moi, en tant que powerlifter, il dit, mais pourquoi vous utilisez pas ça? J'étais, haha, ça, mon coco, c'est parce que toi, tu as une étude qui fonctionne très bien sur des sujets qui s'entraînent une fois ou peut-être 2 fois sur la semaine. Tu vas les pousser à l'échec. Tu vas les pousser, et du coup, en termes de gain de masse musculaire, on sait que ça va être efficace. Il y a une fréquence qui est faible, donc tu peux vraiment pousser l'intensité très, 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 très fort. Mais il y a quand même un gros souci, c'est qu'en powerlifting, on s'entraîne plusieurs fois par semaine. On peut pas pousser au-delà de l'échec, parce qu'ici, tu vas pousser carrément au-delà de l'échec. Ça a des temps de récupération qui sont trop bas. On sait qu'en plus, c'est pas, si toi tu augmentes la force, c'est aussi parce que c'est des sujets qui sont relativement peu entraînés en force. On sait que plus on devient entraîné en force, plus c'est compliqué encore de gagner en force. Et du coup, il faut être plus réfléchi dans son approche. Et du coup, en fait, tu as une étude ici qui fonctionne, si tu veux, sur, entre guillemets, une population relativement peu entraînée. Alors, pas aussi entraînée que des powerlifters, mais surtout, c'est pas applicable. Et alors, c'est avec cette discussion-là, on a vraiment plus une discussion, et j'essaie d'expliquer pourquoi c'était pas applicable sur le terrain, et c'était, ah oui, je comprends. Et en fait, du coup, il voyait que c'était utile dans le contexte, en fait, où il entraîne des rugbyman, mais c'est tout. Mais il le voyait pas parce qu'il n'a pas spécialement cette étude de terrain, et c'est justement parce qu'on a pu discuter de ça qu'il a pu voir les limitations de ce modèle-là. Et du coup, voilà. Ça, c'est des petits trucs. C'est pour ça que c'est important de pas hésiter à retourner, à dire pourquoi on est d'accord ou pas d'accord avec certains scientifiques. Mais c'est comme ça qu'on peut leur permettre d'ajuster leur modèle ou parfois de proposer un protocole d'expérience qui soit légèrement différent. Et du coup, voilà. Ça, c'est des petits trucs comme ça qui, pour moi, font la différence. Très intéressant tout ça. Justement, faudrait qu'on se refasse un autre épisode de podcast avec Victor, parce que j'imagine les échanges déjà, je les projette et ça risque d'être bien marrant et bien instructif aussi. Et justement, alors, tu nous disais que tu avais comme projet d'avoir un studio de coaching pour parfaire tes prestations. Est-ce qu'il y a d'autres choses, t'as d'autres projets à venir? Oui, ici pour ma fédération, je suis en pleine rédaction de, je ne dis pas de bêtises, une petite cinquantaine d'heures de contenu pour la formation des cadres. Donc en fait sur comment est-ce qu'on peut, sur des concepts de périodisation, sur les concepts un peu de la relation coach-athlète, sur comment communiquer. Et du coup, en fait, je retravaille un peu la littérature sur plein de choses et je me rends compte, c'est con, mais j'ai du biais de confirmation. Hier, par exemple, je travaillais sur quel type de feedback aide le plus les athlètes. Et ce qui est drôle, c'est que naturellement, je refais le lien avec ce qu'on disait avant, naturellement, en fait, je me dirige vers ce qui fonctionne dans la littérature. Et ça que je disais qu'un bon coach, il va d'office y arriver. Donc ça, c'est déjà, je refais le parallèle avec ce qui était dit juste avant. Du coup, il y a tout ça. Ici, pour moi, l'idée, c'est de gonfler un petit peu mon roster d'athlètes, à travailler un petit peu plus. Donc le studio, et en fait ici je vais lancer un mentorat aussi durant l'été. Et en fait, il va vraiment se concentrer sur la partie non pas
hard skill, donc l'aspect programmation, mais vraiment sur l'aspect coaching, l'aspect relationnel avec l'athlète. Parce que je remarque que c'est ce qui manque pour énormément de personnes, c'est là où les gens ont du mal, c'est aussi là où les gens ont aussi le moins d'envie de se former parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà les compétences, et c'est là-dedans que je vais lancer un mentorat durant l'été. Et voilà, j'aurais bien voulu le lancer plus tôt, mais les projets pour la fédération sont un peu plus urgents, donc je vais là par ordre d'urgence, et voilà. Du coup, ton mentorat, il est ouvert à tous. Comment ça se passe pour y accéder? Comment ça se passe? Alors, je vais pas communiquer à mon avis avant d'avoir fini les contenus, donc ce sera probablement autour de mai, et probablement que je le lancerai fin juin ou début juillet. C'est un mentorat qui va s'adresser déjà aux coachs qui travaillent, parce qu'en fait, pour voir où sont les points d'amélioration ou ce qu'ils peuvent mettre en place, il faut que les gens travaillent déjà dans le milieu du coaching. Parce que sinon, comment je peux leur dire, tiens, je voudrais que tu essayes ça, ou c'est un peu aussi une manière de les coacher sur leur coaching, mais notamment sur l'aspect relationnel, sur l'aspect feedback, l'aspect soft skill, l'aspect relation coach-athlète. Et du coup, c'est vraiment là-dessus. Donc moi, c'est vraiment ça. Après, que ce soit des gens qui fassent, j'ai envie de dire, du coaching en tir à l'arc, quoi que ce soit, je pense que ça peut s'adresser à eux. A priori aussi, j'ai quand même plus d'expertise dans les sports de force, donc si les gens ont plus envie d'être issus de ce milieu, ce sera aussi beaucoup plus facile, parce que moi, je sais de quoi on va parler, je connais aussi les difficultés que les athlètes vont rencontrer, et du coup, il y a déjà parfois, enfin, mon expérience en tout cas est d'office un petit peu plus orientée, et j'estime pouvoir aider plus les gens. Mais voilà, ça c'est un petit peu le truc, ce serait un mentorat qui s'étirerait sur environ 8 semaines, 8 à 10 semaines, avec des séances d'1 heure et demie à 2 heures toutes les semaines. Et du coup, ça demanderait quand même un investissement. Je sais qu'il y aura des préparations, enfin, il y aura des travaux de lecture. Voilà. Et notamment, j'aborde ici, tu sais, j'ai parlé un petit peu de ce que c'était qu'être evidence-based. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'avais abordé dans ce mentorat. Parce que c'est quelque chose qui, en fait, peut tellement aider et faire gagner du temps. Et permet aussi, en fait, d'augmenter nos capacités de communication, de vulgarisation. Et du coup, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Comme je le disais, j'avais beaucoup parlé sur l'aspect relation coach-athlète, mais aussi tout ce qui est philosophie. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Alors, on pourra en reparler à un autre moment si tu le souhaites, mais il y a beaucoup de coachs qui se lancent dans le coaching sans avoir de mission, sans avoir de vision, sans avoir, en fait, je vais dire, de raison d'être. Je veux dire, qui n'ont même pas de passion pour ce qu'ils font. Et ça, c'est super important. Et du coup, ça, c'est vraiment la base de la chose. Et moi, je reviens, je sais pas si tu connais le principe japonais de l'ikigai. Non, vas-y, dis-moi, explique. Du coup, en fait, l'ikigai, si tu veux, c'est un diagramme de Venn. Donc, le diagramme de Venn, c'est quand vous voyez plusieurs cercles qui se rejoignent et qu'il y a des zones qui sont communes. Et donc ici, c'est une partie avec 4 cercles. Et donc, en fait, ces 4 cercles, ils vont se réunir en un point qui s'appelle l'ikigai. Et ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est un des premiers cercles, c'est ce que vous aimez. Le deuxième, c'est ce en quoi vous êtes doué. Le troisième, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Et le quatrième, c'est ce dont le monde a besoin. Donc, à l'intersection de ces cercles, par exemple, il y en a plusieurs où en fait, tu vas retrouver la passion, la mission, la profession et la vocation. Et l'intersection de ces 4 cercles-là, c'est le principe d'ikigai. Et ça, je trouve qu'il y a plein de gens dans le coaching, en fait, ok, ils estiment que c'est peut-être leur profession ou leur vocation. Mais est-ce qu'ils s'en font une mission et est-ce que c'est leur passion? On ne connaît pas beaucoup. Les 4, c'est vraiment quelque chose de super rare. Et je vois les gens qui se lancent dans le coaching parce que c'est à la mode, ça demande a priori, il y a vraiment une faible barrière à l'entrée pour la profession. C'est-à-dire, c'est con, mais pour faire médecine, il faut faire 6 ans d'études et ta spécialisation. Pour faire kiné, c'est 4 ans. Pour être avocat, c'est 5 ans plus un stage de 3 ou 4 ans après. Et du coup, ouais, c'est pas très chouette, c'est pas très sexy. Être coach, n'importe qui peut se dire coach. Et du coup, en fait, tu te retrouves, je suis désolé à dire, mais tu te retrouves avec tout et n'importe quoi. Tout le monde n'a pas à se sentir visé par ça, et je suis désolé, c'est vrai qu'ils le sont, mais il y a des très bons coachs là-dedans, même qui se lancent sans formation, quoi que ce soit. Mais je pense qu'on devrait quand même avoir un petit peu ce filtrage. Et pour moi, le filtrage, c'est aussi, il y a plein de gens, il y a des gens qui sont dans le coaching qui arrêtent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est-à-dire que c'était pas ta vocation, c'était ta profession, mais est-ce que c'était vraiment ta passion? Moi, je peux pas concevoir à l'heure actuelle d'arrêter ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'ai déjà réfléchi et j'ai fait la kinésithérapie pour m'orienter vers ça, en fin de compte, parce que c'est ça que je voulais faire. Et déjà avant, depuis tout petit, en fait, c'est ça que je voulais faire. c'est résoudre des problèmes, c'est aider les gens. Alors j'ai cru que c'était par la médecine, par la kiné que j'allais y arriver. Mais en fait, non. Tout ce que je voulais, même dans ma conception de la kiné, c'est du coaching. Donc voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important sur lequel on doit mettre l'accent. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on trouve, entre guillemets, si on veut, celui qui gagne. Et ça, c'est quelque chose que j'aborde aussi dans ce mentor. Ça me fait rire parce que
parce que c'est encore ce que je disais tout à l'heure, quoi. Enfin, on arrive aux mêmes réflexions et en fait, tu vois, pour vous faire un petit teasing, c'est que donc là, je propose une formation de coach pour les coachs en street lifting et en fait, le premier module, euh, c'est justement définir vos motivations, votre feu intérieur, ce qui vraiment vous drive et ce qui vous donnera envie pour la suite, quoi. Et tu vois, on commence par ça. Ah, et tu pourrais te dire, mais attends, c'est pas plus intéressant de commencer par la programmation ou des choses comme ça? Bah non, en fait, parce que si tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, t'iras nulle part. Donc c'est ça qui est hyper drôle. C'est pour ça que je me marrais. Ouais, t'as tout à fait raison. Et je vois beaucoup de gens qui sont intéressés. Enfin, je vois de plus en plus de formations qui s'intéressent, si tu veux, à tout ce qui est hard skill, donc programmation, vraiment l'aspect programmation. Et ça, je pense qu'il y a plein de formations qualitatives, bien que j'en ai pas encore de trouver, en tout cas en force au niveau francophone. Ben, je sais qu'OPT a lancé la sienne. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais moi j'avais ce projet-là aussi de lancer la mienne dans les prochains mois. C'est quelque chose qui va pouvoir être accéléré par la création de contenu pour ma fédération, parce que je prévois pour la fédération, en fait, il y a une base commune, mais moi je vais aller plus loin par la suite, juste parce que c'est pas le but. Mais c'est vraiment c'est quelque chose qui va m'aider à le faire. Et comme je disais, priorité d'abord à la fédération. Mais je trouve que là-dessus, il y a de plus en plus de formations. Et je trouve que les formations sont assez quali la plupart du temps. Mais vraiment, des gens qui s'intéressent au pourquoi est-ce qu'on fait le métier de coach, qu'est-ce qui nous permet de driver et surtout de rendre ça durable. Parce que je vois des coachs, ils ont leur feu intérieur. Mais ce feu-là, en fait, ça devient un incendie. Mais qu'est-ce qui se passe à l'incendie quand il n'y a plus de carburant, quand il n'y a plus il y a plus de quoi alimenter le feu? Ça s'éteint. Et ça, je vois beaucoup de coachs. Mais en fait, ce qui doit se passer, c'est qu'il vaut mieux, si tu veux, une petite flamme, mais qui est durable. Et ça, les gens, ils le comprennent pas. Et c'est un truc qui, pour moi, est tellement compliqué. Les gens qui rentrent dans la profession, qui sont complètement burned out, qui doivent arrêter, qui arrivent pas à suivre un peu la charge de travail qu'ils ont. Alors que justement, si tu as vraiment cette volonté d'être durable et d'être sustainable, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas quand on apprend au coach à juste faire de la programmation. Et c'est un truc qui est pas évident. Enfin, j'imagine toi, tu as fait un peu cette expérience par les essais-erreurs, de te dire qu'est-ce qui est durable, comment je dois organiser mon temps de travail, comment je dois m'organiser pour faire pas mal de choses. Mais ça demande de l'expérience. Mais c'est justement là-dessus qu'on peut aider les autres, plus je trouve que dans l'aspect juste programmation. Enfin. Eh bien, c'est top. Et je pense qu'avec ces belles paroles, on va conclure sur l'épisode. Si vous avez suivi jusqu'à présent, vous pouvez lâcher dans les commentaires Smart and Strong. Comme ça, je saurai ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous abonner à la chaîne, lâcher un 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Je vous invite aussi vivement à suivre Thibaut sur ses donc 2 réseaux, Smart and Strong, et ton perso c'est quoi déjà? Thibaut_SAS, donc Thibaut THIBAULT. Alors c'est vrai aussi que j'ai mon YouTube, j'ai aussi mon podcast dans lequel je t'inviterai très 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 vite parce que j'ai envie de pouvoir continuer certaines discussions. Et j'ai probablement envie d'avoir aussi Alexandre 012 Workout. J'ai des questions à vous poser. Mais voilà. Effectivement. Ok, avec plaisir. Je veux dire que ça a été une très chouette discussion. Super, super chouette. Et je tiens à dire qu'il vaut vraiment les 5 étoiles pour ton podcast. Donc, merci beaucoup. Les 5 étoiles. C'est normal. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut.